Bonjour Virginie Joron, je vous remercie d'avoir accepté l'invitation de Burdig à la presse qui essaie de diffuser une pensée qui ne soit pas conforme. Alors, je vais vous présenter brièvement, vous rajouterez des détails si jamais je suis pas exhaustif, mais essentiellement vous êtes une députée européenne du groupe Identité et Démocratie du Rassemblement national, et vous êtes une députée qui travaille beaucoup. Et vous êtes en train, en plus, par les vidéos, parce que vous avez compris que la communication, c'était essentiel dans le combat, vous êtes en train de devenir une youtubeuse à succès. Hein, donc, c'est quelque chose qu'il faut signaler. Et parce que je retrouve des vidéos, j'ai des amis qui m'envoient des vidéos, tiens, regarde, cette députée, elle fait du boulot. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Vous avez travaillé sur de nombreux dossiers. Ah si, je voulais rajouter un point important qui vous caractérise, c'est que vous êtes dans la défense des animaux. Et c'est quelque Aussi, chose oui. qui est très important, mais on ne va pas parler de ça aujourd'hui. Alors, le premier dossier, gros dossier, énorme dossier, c'est le dossier des contrats Pfizer euh, qui ont été passés entre la Commission européenne et Pfizer, et notamment les SMS qui ont été échangés par Madame von der Leyen. Alors, est-ce que vous pouvez dire pour nos spectateurs, nous raconter un petit peu, nous donner quelques détails? Oui, bonjour d'abord, Monsieur Alain Peretti, et je vous remercie pour cette invitation et cette présentation, effectivement, sur mes activités. Je vous remercie effectivement de mettre en lumière ce travail. Alors, pour revenir sur les contrats de Pfizer d'achat, effectivement, nous subissons tous les jours ces achats, puisque finalement, nous sommes obligés de passer par la phase vaccinale et dont le choix est effectivement très limité. Donc pourquoi j'ai regardé de près ces contrats? Parce qu'à la base, je suis juriste et j'étais dans les assurances et la rédaction des contrats faisait partie de mon métier. Et quand nous avons appris qu'il y avait donc des négociations entre la Commission et le laboratoire, en tant que député européen, moi, je souhaitais voir ce qu'ils avaient conclu. Déjà par savoir un petit peu comment étaient rédigés les contrats. Et on s'est aperçu que sur 90 pages, il n'y avait que 20 pages de lisibles. Et toutes les clauses importantes étaient grisées. Alors, on a un mandat, nous sommes représentants du peuple. Je trouve complètement fou que nous ne puissions pas avoir accès à ces données. Donc, les données concernant quoi? Des données quand même importantes. Le prix, parce que quand même, c'est nous qui achetons et qui contribuons à cet achat. Les prix, les responsabilités, parce que comme je vous l'ai dit, je suis juriste et je suis dans les assurances, donc les responsabilités, parce qu'en plus, on a appris dans ces contrats, et je remercie encore les gens qui me suivent, parce que en tant que député, je n'ai pas accès à ces contrats. Par contre, certains ont réussi à avoir l'intégralité des contrats et me l'ont envoyé. Donc, j'ai la version de la commission grisée et j'ai une version que j'ai réussi à avoir. Et là, Intégral. on constate intégrale. Et là, on constate que toutes les clauses intéressantes, cruciales du contrat sont grisées. Et pour cause, on Oui. apprend que les vaccins sont en études cliniques phase 3 jusqu'en 2023. Donc, c'est assez important de le savoir parce que normalement, ces contrats d'achat ne devraient pas pouvoir exister. Alors, la notion d'urgence est indiquée dans le contrat, mais alors je veux bien aussi qu'il y ait cette notion, mais alors les responsabilités, qui Oui. va les supporter? Et on découvre dans ce contrat qu'elles ne seront pas supportées par les laboratoires. Elles seront supportées par les États membres. Donc voilà, pour moi, voilà, c'était important effectivement d'aller voir ce qu'ils ont négocié. Important de savoir pourquoi l'EMA a autorisé ces 4 vaccins et pas d'autres. Et puis après, voilà, quand on a commencé à ouvrir ce contrat, on a vu que les négociations entre Madame von der Leyen et le PDG de Pfizer étaient bien en amont de la contractualisation de ces achats. Et donc, on a posé des questions, à savoir la transmission des SMS. Aujourd'hui, c'est la médiatrice européenne qui a en cours cette demande et qui a donc demandé aussi à la Commission de transmettre les SMS, et les SMS ont disparu. Il faut savoir aussi que Mme von der Leyen est habituée des négociations SMS. Il y a déjà en même temps, il y a eu une polémique en Allemagne quand elle était ministre de la Défense, où également, pareil, elle
avait négocié des contrats et les SMS ont aussi disparu. Donc le problème, et on le sait très bien, pour comment dire, faire accepter aux gens un vaccin, pour faire accepter ces négociations, il faut de la transparence. Voilà. Et aujourd'hui, on se retrouve devant une commission qui ne veut pas nous transmettre toutes ces données. Et j'ai un autre exemple, et on va peut-être en reparler, ça sera sur les effets secondaires où on a la même problématique. Alors, est-ce qu'il ne s'agit pas, en l'occurrence, de la notion juridique, puisque vous êtes juriste, de contrat léonin? Est-ce qu'on n'est pas devant un contrat léonin qui est... Tout à fait. Ça, d'ailleurs, il y a déjà, j'ai reçu une note des avocats. Effectivement, toutes ces clauses sont illicites, mais ils se couvrent derrière la notion d'urgence. Et d'ailleurs, comme on le voit partout, derrière cette notion d'urgence par la pandémie, l'état de droit, toute la notion de clause licite a été battue en brèche. Parce que la pandémie a permis l'achat de ces vaccins, a permis d'aller vite aussi dans la mise sur le marché de ces vaccins, ce qui permet à certains de tirer profit de cette situation. On le voit avec Pfizer qui annonce des chiffres énormes et qui s'en vantent d'ailleurs. Moi, je veux bien qu'ils fassent du chiffre d'affaires. Ils s'en vantent, ils disent qu'ils font $1000 par seconde. Mais alors qu'ils prennent aussi la responsabilité des effets secondaires. Bien sûr. Donc, effectivement, ces contrats, d'ailleurs, il y a un cabinet d'avocats belges, parce qu'en fait, ces contrats relèvent du droit belge. Ces contrats, ça, il faut le savoir. Et donc, ce cabinet d'avocats qui m'a contacté, qui m'a envoyé leurs notes, indiquait bien effectivement que ces clauses, la plupart étaient illicites. Mais ils ont donc envoyé cette note auprès de la commission. La commission n'a pas répondu. Bien sûr. Oui, mais la notion d'urgence, a priori, de façon logique, ne devrait pas s'opposer à la transparence. On ne voit pas pourquoi. Voilà, il y a quand même une question logique. On veut bien entendre la notion d'urgence, bien sûr, je suppose. Mais ici, oui. Je l'entends bien, mais alors là, la commission dit elle veut protéger les intérêts commerciaux de ces laboratoires. C'est pour ça qu'elle ne veut pas diffuser les coûts des doses. Elle veut protéger les laboratoires. Donc effectivement, quand on a ce type de communication, où en plus Madame van der Leyen ne veut pas transmettre ces SMS, ça crée tout un état de suspicion qui est malsain. Et qui est malsain et qui continue sur d'autres dossiers à perdurer. Dossier, bien sûr. Alors ça semble effectivement une marque de fabrique, être dans l'ADN du fonctionnement du Conseil de l'Europe. De la Commission. La Commission, bien entendu. De la Commission, d'ailleurs, j'ai posé à la dernière plénière, parce qu'en fait, je ne suis pas la seule à interroger Madame van der Leyen sur ce sujet et sur ces contrats, parce que ce sont des milliards d'euros qui sont en jeu, ce sont des milliards de doses qu'ils ont commandées, 4 milliards d'eux. C'est partagé par d'autres députés. D'ailleurs, nous avons demandé un débat et c'était à la plénière de Strasbourg la semaine dernière. Eh bien, elle était absente. D'accord ? Elle devait être là, nous répondre à nos questions sur cette question des SMS et la transparence qu'elle devait... c'est le principe de l'Union européenne, toutes ces valeurs de transparence qu'on voit sur notre dossier. Et pour elle, pour la commission, eh bien, elle était absente à ce moment. Et d'ailleurs, tous les députés de tous les bords politiques l'ont condamnée. Et celle qui l'a remplacée, eh bien, elle l'a défendue bec et ongles, ce qui est normal. Oui. Elle était sous sa coupe. Mais voilà, donc on a un peu de manque de transparence et en même temps du mépris. Voilà, il y a du mépris envers les députés, notre travail. Alors, dernière question sur ce sujet. Est-ce qu'il y a des recours juridiques, puisqu'on nous dit qu'on est dans un état de droit, que le droit prime tout dans l'Europe, vous savez, on nous a bassiné là-dessus. Est-ce qu'on a des recours juridiques possibles qui puissent aboutir quand même à une mise en cause, à une recherche de responsabilité au niveau donc supérieur, puisqu'on va y revenir tout à l'heure sur une autre question. Au final, c'est le médecin qui a fait l'injection qui risque de se retrouver en face d'une responsabilité pénale. Est-ce qu'on a donc des recours ? Alors, aujourd'hui, c'est vrai que la problématique de ces contrats, c'est qu'en fait, c'est un petit montage particulier. Vous avez la commission qui a contractualisé avec le laboratoire,
qui donc exonère les laboratoires de leurs responsabilités. Et vous avez en parallèle un contrat d'achat de la France vers la Commission. Oui, d'accord. Donc, les laboratoires sont exclus de toute responsabilité. Donc, effectivement, ce sont les États membres qui vont acheter des doses à la Commission qui va donc récupérer cette responsabilité. Donc, ça sera chaque État membre de l'Union européenne qui va être engagé selon les règles du droit national par rapport aux effets secondaires et autres problématiques liées au vaccin. En France, la procédure est très longue, comme vous savez. En plus, la plupart des injections ont été faites par des centres de vaccination, donc anonymes. Donc, ça va être très compliqué. Donc, il y a des médecins qui ont fait ces injections. Vous avez des centres de vaccination où c'est anonyme. Vous avez sans doute certains ont récupéré des papiers, d'autres n'ont pas de récupéré de papiers. Donc, ça va être assez long. Et donc, au final, effectivement, ça sera donc à la charge de chaque État membre. Donc là, ça sera la France. Et on le sait, normalement, en cas de problème d'effets secondaires, très difficile à démontrer. Parce qu'en fait, la plupart des médecins, en plus, ne veulent pas relayer ces informations. Donc, et je le vois, là, j'ai eu quelques demandes d'aide. On le sait, il y a donc le procès en cours que vous avez à Marseille de l'avocat Maître Lanzaron qui défend un petit qui a perdu la vue suite au vaccin. Donc, on est à ce stade. Ça va prendre du temps. Ça va prendre beaucoup de temps. On l'a vu là avec l'affaire du vaccin H1N1, 10 ans. 10 ans. D'accord, 10 ans. Oui. Donc voilà, il y a des recours possibles. Il va falloir bien monter les dossiers. Mais au final, ça ne sera pas la commission qui sera mise en responsabilité et encore moins les laboratoires. Sauf si l'avocat va pouvoir démontrer que ce sont les laboratoires et je lui souhaite bon courage parce que vu la contractualisation des clauses et du contrat, ça va être très difficile. Mais là, effectivement, j'entends qu'il y a beaucoup de recours. Ils sont au stade initial. Je vous dis, on a fait la dernière fois une conférence autour de ces premiers procès. Ça va être très très long et je ne sais pas si ça va aboutir. Je suis assez pessimiste sur ce point-là. D'autant plus qu'on n'est pas trop aidé par l'appareil médiatique, etc., qui a tendance évidemment à camoufler. Non, parce que tout le monde a décidé, qu'il n'y avait pas d'effet secondaire en fait. Moi, je l'ai vu, je vous donne l'exemple. Quand nous avons eu les premiers rapports de pharmacovigilance l'année dernière, en 2021, ils ont fait une petite étude sur 3 mois. Premières injections, premier effet secondaire. Ça a été répertorié, c'est sur pharmacovigilance. C'est donc plusieurs universités hospitalières qui ont répertorié les premiers effets secondaires avec des cas graves. C'est quand même répertorié avec des cas graves. Donc moi, j'ai fait une résolution au mois de septembre. Et j'ai été attaquée parce que j'ai eu l'audace de déposer une résolution sur les effets secondaires. Parce que parler des effets secondaires, jusqu'à aujourd'hui, c'est plutôt tabou. Il ne faut pas trop en parler, il n'y a pas d'effet secondaire, il faut parler du bénéfice-risque du vaccin. Et donc, j'ai été attaquée pour désinformation. Or, moi, je me suis appuyée que sur des rapports précis, officiels, qui sont aussi, validés par l'EMA, l'Agence européenne du médicament. Donc, c'est sourcé. Mais voilà, parler des effets secondaires, c'est remettre en question cette politique vaccinale. Et du coup, ils ne veulent pas l'entendre. Ils ne veulent pas voir qu'il y a quand même des problèmes autour de ce vaccin. Mais bon, voilà, c'était au mois de septembre. Depuis, il y a eu quelques cas, il y a eu des cas graves, il y a eu des décès, c'est difficile de faire le lien, mais je sais que dans d'autres États, comme en Italie, ils font des autopsies et ils arrivent à faire le lien. Donc, ça commence à prendre un peu de l'ampleur. Et là, du coup, j'ai redéposé exactement la même résolution, là, cette semaine, sur les effets secondaires, avec des chiffres qui ont augmenté, qui sont toujours sourcés, parce que moi, c'est la règle. Tout ce que je dis, tout ce que je fais, c'est sourcé. Pour éviter, effectivement, qu'on m'attaque pour désinformation, manipulation, etc. Parce que c'est un sujet qui est très grave. Ça touche la santé de tout le monde. Ça touche la santé des enfants. On ne peut pas jouer avec la santé des gens. Bien sûr. Donc, c'est très important de tenir ce discours sur « j'ai rien contre le vaccin et j'ai rien contre ceux qui veulent se vacciner ». On a tous une bonne raison de vouloir se faire vacciner et on a tous une bonne raison de ne pas vouloir se faire vacciner. Bien sûr. Je le dis d'autant plus
quand on a un vaccin qui est toujours en phase d'études cliniques. Bien sûr. Donc, cette résolution vient de déposer, elle est co-signée par d'autres députés, elle a été améliorée parce que nous avons d'autres chiffres, et j'espère, parce qu'en fait, ma demande, c'est quoi? C'est comme je vous l'ai dit, comme il n'y a pas de responsabilité, comme ça va prendre du temps, je souhaite, comme c'est la commission qui s'est engagée pour l'achat des vaccins, qu'elle prenne en charge financièrement tous ces effets secondaires. Donc, je demande à la commission la création d'un fonds spécial pour les effets secondaires. Parce que le problème, et on l'a commencé à le voir, c'est que cette répercussion va aller sur les compagnies d'assurance privée. Bien sûr. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais en tout cas, il y a eu une note très intéressante en Allemagne, où il y a une explosion des cas et une explosion du prix qu'ils vont devoir prendre en charge. Alors, justement, c'était encore une question que je voulais vous poser, parce que le bruit avait couru que s'il y avait donc des décès qu'on pouvait attribuer de façon assez directe à cette injection, les compagnies d'assurance vie refuseraient puisque c'était normalement, puisque on est soi-disant dans un état de droit, c'est une participation, libre participation, une expérimentation, une phase expérimentale. Vous voyez, donc un petit peu. Alors, c'est un bruit qui a couru, ça a été démenti. Moi, je suis moins sûre. Alors là-dessus, pour être vraiment dans le cœur du métier, je pense pas que cette clause puisse jouer. Vraiment, je pense que ça, c'est un peu de. D'accord. C'est pas de la désinformation, mais non. Pour connaître les assureurs, c'est non. Je pense que tout décès, en fait, on a une clause, c'est décès toute cause. D'accord. Donc et ça, c'est pas l'assurance vie, ça va être notamment dans les contrats de prévoyance, décès toute cause. Donc, quelle que soit la cause, on y a un capital décès. En revanche, c'est là plutôt la problématique, c'est les effets secondaires. Effets secondaires, par exemple, quelqu'un se fait vacciner, pendant une semaine, elle a mal à la tête, elle ne peut pas se lever, donc il y a un arrêt de travail. Donc, arrêt de travail, on le sait bien, c'est donc l'employeur qui va prendre en charge son arrêt de travail et derrière, il y a un contrat de prévoyance. Et donc, il va payer le différentiel. Ça peut être un mois, ça peut être une semaine, comme un mois, 3 mois, on ne sait pas. Et c'est là toute la difficulté et la problématique que les compagnies d'assurance vont devoir prendre en charge. Parce qu'effectivement, ça va avoir un coût. Et on le voit, voilà, j'ai donc des témoignages de femmes qui, depuis leur dernier vaccin, surtout la 3e dose, ont des difficultés, elles ont des problèmes liés à leurs règles, donc elles ne peuvent pas aller travailler. Et c'est plutôt ça l'impact des effets secondaires, l'arrêt de travail. Après, voilà, le décès, malheureusement, et j'espère qu'il n'y en a pas trop, même si, parce qu'on n'arrive pas à faire le lien, et donc il y aura le capital décès qui va être quand même octroyé, mais c'est plutôt l'arrêt de travail qui va poser problème. Alors, on ne peut pas exclure, on va peut-être passer à un autre sujet parce que le temps file, c'est passionnant, Oui. Mais est-ce que justement, si il y a une multiplication de ces cas, est-ce que les assurances ne vont pas faire pression pour, évidemment, dégager leurs responsabilités, ou en tout cas chercher un autre responsable et contribuer à la sortie de la vérité, hein? Est-ce que ça peut aussi contribuer, non? Est-ce que vous ne pensez pas que ça peut... Vous savez, les compagnies d'assurance, ce sont quand même plutôt... elles travaillent souvent avec les gouvernements en place. Donc, je pense plutôt ce qui va se passer, c'est que s'il y a une charge, ils sont déjà sans doute en train de faire leurs études. Hein. Tous les ans, ils font des études tarifaires. Est-ce qu'ils vont augmenter ou pas le tarif? Donc, la chose qui va arriver, c'est qu'ils vont augmenter les tarifs, comme d'habitude. Et par contre, s'il y a trop de charges, ils vont peut-être alerter le gouvernement pour exposer la problématique, parce qu'effectivement, ils vont devoir répercuter les prix sur leurs tarifs d'assurance. Et ça sera ça, il n'y aura pas possibilité d'exclusion, on n'exclut pas l'assurance, les pathologies ou les arrêts de travail. Par contre, ça va être une augmentation des tarifs. D'accord. Ok. On va passer peut-être à un autre sujet, mais là, on n'a pas épuisé, si vous voulez. C'est passionnant. Et je vous remercie de nous donner... Oui, mais en plus, là, on parlait des augmentations de tarifs, assurance, je pense que on n'a pas trop envie. De toute façon, le dernier part, ce sera soit le contribuable, soit le... Voilà. À la fin, c'est toujours nous qui payons, ça c'est sûr. Exactement.